L'année dernière, des activités avec une formation. Bientôt, on aura d'autres activités et je crois que vous serez tenus au courant. Ok. Narcisse Prince Bodiaro, bonjour. Oui, bonjour Gildas, bonjour à tous les auditeurs de Vito FM. Je rappelle que vous êtes l'administrateur du site l'interview.info. Depuis le 30 novembre 2024, vous avez pris la tête du SYNJIT, le syndicat national des journalistes indépendants du Togo. Quel est l'état de lieu actuellement? Mais écoutez, nous venons à peine d'arriver. Mais nous sommes là pour quand même continuer un travail qui a commencé il y a déjà plusieurs décennies. Et il y a des chantiers qui nous attendent. Donc nous allons poursuivre ces chantiers, bien évidemment, pour le mieux-être des journalistes togolais, puisque c'est notre vocation, se battre, faire un effort pour que le journaliste se sente bien pardon, dans son travail, qu'il soit dans les meilleures conditions de travail, qu'il soit mieux rémunéré. Cela lui permettra forcément de préparer sa retraite aussi. Donc le SYNJIT est là pour mouiller le maillot par rapport à cela. Et actuellement, quelle est la situation de ces journalistes indépendants du Togo? Mais écoutez, on ne cessera pas de le ressasser. Le journaliste togolais continue de tirer le diable par la queue. 10 ans après les états généraux, on a envie de dire que les choses n'ont pas bougé d'un seul quota. Et le poids économique sur les entreprises de presse au Togo établit le lien de la vulnérabilité de beaucoup de journalistes qui sont privés, en tout cas d'une partie quasi totale de la protection sociale. Et donc aujourd'hui le défi c'est de faire en sorte que on puisse quand même avoir une protection sociale pour le journaliste togolais. On avait eu la chance d'avoir l'INAM, mais avec l'arrivée de la MU, les choses ont un peu chamboulé. Nous sommes en train de faire les démarches aujourd'hui pour qu'on puisse trouver, je vais préciser là-dessus, pour qu'on puisse mettre en place un régime particulier pour les journalistes togolais. Je parle de régime particulier parce que nous ne pourrons pas être associés directement à la MU concernant bien évidemment nos réalités sur le terrain. Et il faut plutôt plaider pour un régime particulier pour le journaliste togolais parce que, quoi qu'on dise, nous faisons un travail d'utilité publique et nous contribuons au développement de ce pays. Et donc, par rapport à notre santé, il faut véritablement penser à nous autrement. Donc, actuellement, nous sommes en train de réfléchir là-dessus et faire les démarches auprès des premières autorités pour qu'on puisse voir ce cas. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les journalistes sont également malades. Avec l'INAM, nous avons pu découvrir que quotidiennement, des journalistes sont obligés de prendre des produits pour se sentir bien. Il y a des journalistes qui sont quotidiennement malades. Et vous l'aurez constaté, ces dernières années, les journalistes, en tout cas, plusieurs sont décédés. D'une partie, la précarité a eu raison de certaines personnes, mais de l'autre côté, c'est la santé qui a été à l'origine. Donc aujourd'hui, il faut penser à protéger ces journalistes-là, et pour cela, il faut se mettre ensemble avec toutes les organisations de presse et faire en sorte que nous puissions nous sentir bien dans notre corps, dans le cadre de notre travail. Et la seule personne, je le dis souvent, nous avons des organisations de presse qui sont là, mais le seul qui pourrait rappeler à chaque fois qu'il faut penser aux journalistes, c'est le syndicat. Et donc, le syndicat va jouer son rôle et nous serons également aux côtés des autres organisations pour que nous puissions travailler ensemble pour faire en sorte que les entreprises de presse qui semblent être aujourd'hui à l'agonie puissent retrouver leur lettre de noblesse. Parce que quoi qu'on dise, c'est difficile pour beaucoup d'entreprises de presse aujourd'hui. Donc il faut travailler en synergie pour pouvoir remuer bien évidemment le cocotier. Et c'est sur ce chantier-là que nous sommes en train de réfléchir. Sylvestre, vous êtes le patron. Apparemment, c'est comme si vous êtes à l'abri de tout ce que vient d'énumérer Prince Narcisse, parce que vous êtes le patron au niveau du PPT. Non, écoutez, je crois que le syndicaliste a si bien dépeint un environnement non reluisant, parce que quand il parlait tout à l'heure, il a si bien fait de dire que les entreprises privées ne sont pas mieux loties. Et donc, quand on parle d'entreprise, on parle de société, on parle aussi donc des patrons de presse. Aujourd'hui, faites un tour dans les kiosques, vous verrez que de jour en jour, les journaux disparaissent. Il y a presque plus de quotidiens au Togo. Ce qui est véritablement alarmant. Vous allez au Bénin, la plupart des journaux sont des quotidiens.
Mais ici, au Togo, on dit qu'il n'y a presque plus de quotidiens. Le seul qui faisait encore la pluie, le beau temps, il y a quelques... C'est Liberté qui est devenu Tri Hebdo. Même avec Tri Hebdo, il faut véritablement serrer la Aujourd'hui, après la Togo Matin qui est là. Oui, mais Togo Matin, c'est le Togo Matin est quotidien. Non, il n'est pas quotidien. Je crois que c'était Togo Matin et Liberté qui tenaient la perche il y a quelques années. Et vous prenez les billets hebdo, sont devenus donc c'est un danger qu'on arrive, qu'on n'ait plus un seul quotidien dans ce grand pays-là. Oui, vous voyez, regardez un peu, bon, il faut faire toujours la comparaison. Au Sénégal, c'est une vingtaine ou une trentaine de journaux qui sortent par jour comme quotidien et tout. Ici, quand on dit que dans ce pays, dans ce grand pays, sauf peut-être du terme, il n'y a pas de quotidien, je crois que c'est véritablement alarmant. Et j'ai l'habitude de le dire, peut-être pas peur, peut-être choqué, mais si rien n'est fait, peut-être d'ici 5 ou 10 ans, je crois que même trouver des hebdos dans les caisses serait véritablement difficile. Et donc, nous lançons un appel au gouvernement. La presse, dans tout le pays, joue un rôle d'utilité publique. Et donc, il faudrait véritablement qu'on puisse lui accorder cela et l'aider avec tous les moyens. Je donnais chaque fois un exemple. Vous avez vu, quand il s'est agi du dernier recensement général de la population de l'habitat, nous avons fait une semaine sans véritablement quelque chose à mettre sous la dent, sans rien de concret. Il a fallu que la présidence se mobilise, qu'on puisse changer un peu avec les journaux, les patrons de presse. Et vous avez vu que tout de suite, la semaine qui a suivi, ça a pris. Voyez-vous, donc c'est pourquoi je dis très souvent que la presse joue un rôle d'utilité publique dans les pays. Il faudrait véritablement accorder cette presse-là. Est-ce que les presse autorités mettent un peu la main à la poche par rapport à ces organes-là? Il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens parce que, mais en le disant, ce n'est pas que nous demandons de l'aumône aux pauvres. Aussi, il faut être précis là-dessus. Ce n'est pas de l'aumône aux pauvres parce que nous ne demandons pas. Nous ne demandons pas, mais nous demandons seulement ce qui est dû, ce qu'on doit faire pour ce qui nous revient normalement. Pour la petite anecdote, il y a un confrère qui était en Côte d'Ivoire lors d'un colloque, et puis il y a un patron de presse ivoirien qui se plaignait que pour l'aide de l'État à la presse cette année, lui n'a reçu que 15 millions. Et il se plaignait. Ah bon, lui seul? Oui. Il a reçu 15 millions. A reçu 15 millions. Il dit que c'est insuffisant. Et il se plaignait, il faisait le bruit que normalement il ne devait pas. Et devant ce journaliste-là, vous voyez que le Togolais ne peut que se taire. Oui. Voilà, parce qu'à la fin d'une année, à la fin d'un exercice, quand on vous dit qu'au Togo, un journal reçoit comme aide de l'État à la presse 25 000, comparativement à 15 millions, vous voyez le gap? Vous voyez un peu le gap. Donc, mais comment nous devons travailler? Parce que ça touche tout le monde. Toutes les organisations de presse aujourd'hui, comment on peut travailler pour que on revoie cette cagnotte à la hausse? Parce que quand on dit les besoins sont là, mais la cagnotte est toujours restée intacte. On distribue les fonds 25 000, 30 000, 70 000 pour certains pour toute une année. Alors qu'on nous demande d'être professionnels, on nous demande les sanctions tombent chaque jour. Alors que la cagnotte est restée intacte, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il faut une synergie d'action. Devant ce portrait-là, il y a beaucoup qui payent les impôts. Alors écoutez, une presse qui s'en sort avec 25 000 ans comme aide de l'État à la presse, combien il peut contribuer pour le développement du pays. Donc tout cela est qu'on doit véritablement mettre la main à la pâte pour que cela puisse prendre. Vous prenez peut-être ici à côté de nous au Burkina Faso, je crois que l'aide tourne autour de 400 millions. Une fois le chef de l'État, je crois que ça doit être en 2009, le chef de l'État l'avait monté à 300 millions pour l'aide de l'État à la presse, et puis l'année qui a suivi, c'est revenu, je crois, à 75, et c'est monté à 100, maintenant nous sommes en 150. 150 millions pour presque 101 ou 102 journaux. Je crois que c'est véritablement. C'est non, écoutez, on ne va pas dire que c'est dérisoire, mais c'est peu. C'est peu
pour que les entreprises puissent véritablement donc fonctionner. Écoutez, je suis là actuellement au studio, on me dit qu'il y a un événement peut-être à Paratao. Je suis incapable d'avoir un reporter. C'est dans mon pays, je suis incapable d'avoir un reporter tout là pour investiguer et tout. Parce que on n'a pas les moyens. Donc il faut véritablement qu'on puisse penser à la presse. C'est vrai qu'au début de l'année dernière, nous avons mené, quand je dis nous, je parle des organisations de presse qui unanimement ont mené donc des activités ont mené des actions vers les gouvernants, qui ont formulé un certain nombre donc de recommandations à l'endroit des gouvernants. Or, on était dans l'entente que peut-être que le Parlement, avant le vote du budget, le Parlement va nous inviter et voir ce que... Mais ça n'a pas été fait. Peut-être qu'entre les gouvernants, ils se sont accordés pour que la cagnotte puisse être rehaussée. On verra d'ici mai ce qui en sera quand même la presse pour corroborer. Parce que dans une récente interview à nos confrères de Togo, je vous déclarez la presse privée togolaise nécessite une aide d'urgence. C'est inévitable et c'est partagé par tous les journalistes aujourd'hui au Togo. Et Sylvestre vient de très bien faire une illustration aujourd'hui du paysage médiatique togolais, qui, comme je le disais tantôt, est à l'agonie. Et il a parlé des démarches qui ont été tenues pour que les choses puissent avancer. Je crois qu'il faut continuer d'insister. Et qu'on le dise clairement pour nos autorités, il y a certains points sur lesquels il faut véritablement agir. Et il a dit tout à l'heure, c'est l'aide de l'État à la presse. 150 millions, c'est très peu. 150 millions, c'est très peu. On s'est amusé il y a quelques jours de comparer un peu avec le Sénégal qui est à 4 milliards aujourd'hui. Vous voyez un peu... je crois qu'ils sont à 1,9 milliard. Et qui y a voisines qui mettent le cap déjà sur 4 milliards. Sur 4 milliards. Voilà. Vous voyez 1,9 milliard qui tend vers 4 milliards. Comparativement au Togo, il y a de quoi de se poser des questions. Donc il faut travailler sur ce cas de figure. Et puis aussi, on n'en parle pas trop, mais il faut aussi penser à une amnistie fiscale pour les entreprises de presse. Il le faut, parce que depuis 2020, nous sommes devenus des entreprises de presse avec toutes les obligations possibles. Et quand on connaît le paysage médiatique, où la publicité est une denrée rare, il faut véritablement penser à une amnistie fiscale pour les entreprises de presse. Mais qu'est-ce que est devenu notre chère convention collective signée Tambour Battant? Écoutez, c'est difficile dans la mesure où aujourd'hui, comme on le disait, les entreprises de presse souffrent. Mais nous, en tant que syndicat, nous devons quand même d'alerter par rapport à l'application de cette convention collective que nous avons réussi à avoir après une décennie. Il faut le dire, après une décennie, c'est une aubaine pour que enfin la presse togolaise puisse avoir une convention collective qui a été signée en octobre 2024. Et nous avons donné un an de moratoire aux patrons pour l'application. Jusqu'à maintenant, c'est silence radio. Et lorsque vous allez fouiller, vous comprendrez pourquoi c'est silence radio. Alors, nous avons, même avec le ministère de la Communication et des médias, qui a été la caution morale lors de la signature de la convention collective, le parrain par rapport à cette étape franchie. Nous avons demandé de mettre en place un cadre de suivi pour continuer les discussions autour de cette convention collective par rapport à son application, mais également par rapport à son actualisation, dans la mesure où on sait que le SMIC également a augmenté dans notre pays. Donc il faut revoir aussi par rapport au barème dans la grille salariale des employés. Tout ça, ça reste en suspens pour le moment. Jusqu'à maintenant, nous attendons le coup de sifflet du ministère de la Communication et des médias pour qu'on puisse mettre en place ce cadre de suivi et continuer les réflexions. Mais c'est le statu quo jusqu'à l'heure où nous parlons. C'est un silence total. Et c'est difficile. Lorsque vous écoutez un peu les patrons dans les coulisses, c'est difficile également pour eux de penser à une application de la convention collective à l'heure actuelle. Donc vous comprenez que c'est compliqué. Donc il faut continuer les réflexions, il faut continuer de discuter autour de la chose. C'est pourquoi je parlais d'urgence autour de la presse togolaise. Nous avons
trop pris le temps de parler des autres, de défendre leur cause. Nous sommes indignés en tant que journalistes lorsque nous apprenons les conditions de travail de nos frères et sœurs de la zone franche. C'est ce qui est un peu normal parce que nous, on est là pour soigner les autres. Mais nous-mêmes, nous sommes malades. Nous sommes malades. Personne n'est là pour nous soigner. Donc, on a le courage d'aborder ces sujets-là. Et comme il a dit tout à l'heure, et Sylvestre Béni, il faut continuer de pouvoir attirer l'attention des autorités. Il faut continuer de s'organiser entre nous-mêmes en tant qu'acteurs des médias. Et je crois que l'heure est venue de faire telle divergence et de nous accorder sur l'essentiel pour sauver la presse privée au Togo. Sinon, nous sauvons tous ensemble. Sylvestre, un mot sur l'application de cette convention collective. Qu'est-ce que le PPT fait avant d'aller sur notre sujet rapidement? Écoutez, le PPT a contribué énormément à l'élaboration de ce document. J'y étais avec l'ancien président Isidore Akolor. Je vous dis, c'est un très beau document. C'est un très beau document que nous avons sorti. Et nous avons eu un certain nombre de garanties également avant d'abord le travail à la fin. C'est-à-dire que nous avons laissé un certain nombre de doléances à l'endroit des gouvernants. Écoutez, la presse, c'est vrai que la presse, c'est une société, mais nous ne vendons pas donc de la tomate et tout. C'est des denrées périssables, l'information va vite. Et donc, nous avons souhaité un certain nombre donc, de choses en ce qui concerne aussi le régime fiscal. Tout à l'heure, Nassis parlait donc d'amnistie fiscale. Je parlerai plutôt d'un certain nombre d'exonérations fiscales sur un certain nombre de choses parce que nous ne pourrons pas être peut-être dans le même panier que Pia, par exemple. La plafond oui, écoutez, prendre la manchette et puis la Pia, c'est le jour et la nuit. Donc, il faudrait qu'on puisse alléger les impôts et tout ça. Il faudrait qu'on ait un régime particulier à ce niveau-là, aussi à l'abus. Et toutes ces garanties, c'était des garanties au début. Donc nous avons travaillé avec le cœur, nous avons fini le document. Je vous dis, nous sommes sacrifiés pour avoir ce document. C'est vrai que lors des débats, c'était un peu houleux entre les syndicats et les patronats, mais nous sommes arrivés quand même à un consensus, à un document qui est là. Il suffit qu'on puisse peut-être déclencher ces garanties-là et puis vous verrez que... espérons que nous allons parler d'une seule et unique voix pour... Mais ça, c'est aussi, je crois qu'il faut lever l'équivoque. C'est également un procès qu'on fait souvent à la presse. On dit non, vous êtes divisés, vous ne vous entendez pas. Je vous dis ici que c'est faux. Ah bon. C'est faux en ce sens qu'aujourd'hui, sur les 7 organisations de presse qui sont là, à chaque fois que nous devons aller vers le gouvernement, on le fait donc de manière unanime. Ensemble. Okay. On travaille donc de manière consensuelle, on travaille en amont, on a un document peaufiné qui a l'assentiment donc de toutes les organisations de presse avant qu'on y aille. Donc ceux qui disent que non, ils sont divisés, tout ça, je vous dis que c'est un débat qui est clos. C'est faux et donc quand il s'agit donc de la corporation, c'est vrai, dans tous les pays, nous ne pourrons pas regarder dans la même direction. Ça, c'est normal, c'est un fait. Mais quand il s'agit donc de la presse, nous allons donc d'une même voie vers les gouvernements. Ok, justement, eux, ils ne vont pas dans la même voie pour les élections sénatoriales. Eux, ce sont les partis politiques du pays, les sénatoriales, dernier palier du processus de décentralisation au Togo entamé. Nous sommes dans la période de la campagne. C'est parti pour 2 semaines pour cette campagne des élections sénatoriales prévue pour le 15 février prochain. Nassis, globalement, comment vous voyez de la 5e République jusqu'à l'annonce de la campagne pour les sénatoriales, comment les différents états-majors se préparent pour ce scrutin? Globalement, vous, en tant que journaliste, comment vous décrivez le paysage politique de l'annonce de ces sénatoriales? Mais écoutez, on nous a dit que le pays est en transition, donc... Nous sommes dans cette dynamique. En tant que professionnels des médias, nous suivons tout simplement le rythme. Et c'est dit que la machine est en train de continuer. Hier j'ai suivi la campagne de certains partis politiques sur la chaîne nationale. C'est dit que nous irons bien évidemment à ces élections sénatoriales. Et même si... de l'autre côté, l'opposition continue de dénoncer
un certain nombre de choses. Tout à l'heure, dans votre journal, vous avez évoqué le cas de la DMP. Et l'ANC aussi qui maintient sa position. Le coup de ceinture est toujours là, mais quoi qu'on dise, le 15 février, les conseillers régionaux iront à ces élections. Et la haute chambre sera mise en place. Et nous sommes dans la 5e République. Malheureusement, nous sommes dans la 5e République. Et donc, nous, en tant que professionnels des médias, nous sommes en train d'observer un peu comment est-ce que tout ça va s'achever. Et nous serons là à la fin pour faire bien évidemment les comptes par rapport à cette... Mais c'est une campagne particulière, parce que ce n'est pas comme avant, c'est la première campagne que nous suivons. Et comme l'électorat aussi est connu, c'est les conseillers régionaux municipaux qui vont voter. C'est dans toutes les zones, ce n'est pas dans grandeur nature. Et ça aussi, ça veut dire qu'on doit changer nos méthodes de travail. Mais tout est nouveau pour nous. La 5e République, c'est nouveau pour nous. Hein, et c'est une première pour le Togo d'avoir un Sénat. Donc, c'est dit que les habitudes également vont forcément changer. Alors, est-ce que les Togolais ont été préparés à cela? C'est la grande question aujourd'hui. Nous-mêmes, en tant que journalistes, par moment, on se perd. Hein? On se perd. Donc, c'est dit que nous découvrons tous ensemble. Donc, où est-ce que les premières autorités du pays nous amènent? Nous nous posons la question, nous suivons le rythme et nous verrons à la fin les conclusions de cette 5e République et surtout les impacts sur les Togolais, parce que c'est de ça qu'il s'agit. 5e République, oui, les conséquences qui y vont avec, mais sur le quotidien du Togolais, l'impact que cela apporte, nous serons là à la fin pour conclure et pour juger par rapport à tout ça. 41 sénateurs seront élus par 1527 conseillers municipaux, 171 conseillers régionaux. Sylvestre, c'est la première au Togo pour ces élections-là. Mais est-ce que vous comprenez la colère de certaines formations politiques de l'opposition qui ont plusieurs griefs contre ce scrutin? Oui, écoutez, j'ai l'habitude de dire que s'il faut faire les choses, il faut le faire dans les règles de l'art. On irait peut-être à cette 5e République si, en amont, on avait pris un certain nombre de dispositions, on avait respecté les valeurs, les principes démocratiques. Mais je fais le constat que ce n'était pas ce que nous avions vu, parce que la manière dont nous sommes arrivés même à cette 5e République est sujet à caution. Ah, c'est pas césarienne selon vous? Non, pas césarienne, même peut-être c'est peu, on en trouvera d'autres formulations pour ça. Et donc, beaucoup de formations politiques aujourd'hui sont vent debout contre cette 5e République. La plupart ont annoncé leur boycott de ces élections sénatoriales et tout. Ils ont évoqué des raisons. Je crois que vous connaissez ma position depuis sur ce Sénat-là. Parce que moi, j'ai toujours dit que le Sénat, c'est une maison de retraite. Encore qu'aujourd'hui, le temps me donne raison quand je vois les candidats qui sont donc à cette qui vont candidater. Quand je prends donc les personnes qui vont candidater, je me dis, ça me donne droit que c'est une maison de retraite. Mais c'est pour les âgés, comment on l'a dit, le Sénat, c'est pour les âgés. Vous savez, lorsque vous êtes... si vous voyez les rescapés revenir, les ténors revenir, donc... Je crois que vous avez même lâché le terme, c'est les rescapés. C'est les rescapés qui sont là aujourd'hui, parce que lorsque vous voyez donc le portrait de tous ceux qui sont là, c'est des rescapés véritablement. Je crois que vous avez trouvé un bon thème et que vous devez avoir un prix pour ça. C'est des rescapés qui sont là. Maintenant, vous prenez un pays comme le Sénégal, qui a expérimenté le Sénat par 2 fois. Pour la première fois au Sénégal, le Sénat a été institué en 1992 et expérimenté sur la présidence de Abdou Diouf en 1999. Mais en 2001, ils l'ont supprimé. Et ils l'ont ramené sous la présidence de Macky Sall en 2007. Et en 2012, ils l'ont supprimé définitivement parce qu'ils estimaient que c'est budgétivore. Et vous savez ce qu'ils ont fait, parce que ailleurs les gens réfléchissent bien. Ils disent que cette ligne-là consacrée donc au Sénat, ils vont l'affecter aux inondations dans le pays. Vous voyez comment les gens réfléchissent mieux? Parce que le Sénat est budgétivore. Donc oui, on va maintenir donc ce budget-là, mais on va l'affecter aux inondations. Quand il y aura une inondation et tout ça, on ira donc ponctuer là-bas pour eux. Et s'occuper donc des cas d'inondation. Et ici au Togo, vous savez la manière dont nous souffrons. Bientôt on va rester dans la petite saison des pluies. Vous verrez encore Lomé dans l'eau, Lomé sous l'eau. Et si on économisait ce Sénat là pour s'occuper de ces cas là,
est-ce qu'il ne serait pas préféré? Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui qu'on puisse ressusciter les rescapés? Non. Donc voilà un peu ma position. Maintenant, je crois que aujourd'hui, quoi qu'il en soit, la machine est lancée. Le 15 février prochain, on aura les sénateurs flambant neufs. Encore qu'on verra, parce que quand on passe de sénateur, on parle souvent de sa démarche. Mais les rescapés, s'ils auront quand même de bonnes démarches, on verra tout ça là dans les prochains jours. Mais comme je conclue en disant que la manière dont on est arrivé à ces élections sénatoriales et tout, je me dis, on pouvait faire mieux si on veut véritablement sauver. Donc selon vous, ce n'est pas important ce Sénat-là? Non, le Sénat n'est pas important. Le Togo, c'est combien de superficie? C'est qu'en 6600 km². Et nous ne faisons même pas un seul État. Donc du Nigeria. À quoi bon donc avoir un Sénat? C'est qu'à 6600 km². Maintenant on nous dit, oui, on va donc à un régime parlementaire. Et puis, encore que ça aussi c'est sujet à caution, parce que quand on parle de régime parlementaire, ceux qui doivent diriger donc les instances normalement doivent être élus. Ce n'est pas le cas. Parce que lorsque vous prenez les dispositions de l'article, je crois c'est 49, le premier alinéa de la nouvelle constitution, qui dit que c'est le chef du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale qui prendra donc le poste de président du Conseil des ministres. Or, il n'est pas élu. Donc ce serait automatiquement le président Faure Gnassingbé. Puisque c'est le chef donc du parti qui a aujourd'hui la majorité à l'Assemblée nationale. Donc un personnage qui n'est pas élu, mais peut prendre des décisions sur des élus. Vous voyez un peu. Donc nous avons même un régime ambigu, bizarre. C'est pas un régime parlementaire, mais bon, on fait l'abus, on est tous dans on dit bon, régime parlementaire, bon, on va. Ce qui est là, c'est que le parti politique Unir a la majorité aujourd'hui avec les conseillers régionaux, avec les conseillers municipaux, même avec les députés. Mais parmi les 20 sénateurs qui seront nommés par le chef de l'État, ajoutés à ces 41 là pour faire les 61, des démarches se font selon certains coulisses de l'opposition pour qu'aussi on nomme ces gens-là dans le rang de l'opposition. Prince, ça a suscité beaucoup de débats. Vous avez vu dans certains politiques, il y a des gens qui ont démissionné pour être candidats. Vous pensez aujourd'hui que, pour ne pas dire que bon, le Sénat aussi sera 100% couleur bleue, vous pensez qu'on peut aussi nommer, comme nous sommes en politique, le chef de l'État aussi peut nommer dans l'opposition pour combler quand même ce nombre-là? Mais écoutez, le chef de l'État a toujours surpris. Donc, personne ne sait à quoi il pense actuellement par rapport à ce souhait de certains partis politiques. Mais moi, je dis c'est le jeu de la politique. Et chacun joue son petit rôle pendant que l'État continue de cheminer par rapport à sa 5e République qui est controversée par une partie de l'opposition. L'opposition également continue bien évidemment de fustiger et de dénoncer. Alors pour ceux-là qui ont décidé d'y aller, c'est leur droit de participer. Vous savez que les gens continuent de regretter le boycott qui a eu lieu et dont les conséquences sont toujours flagrantes jusqu'à aujourd'hui. Donc certains pensent que boycotter, ne pas participer à la fête n'est pas une bonne chose. Donc ils vont y aller. Maintenant, au sein de ces partis où les militants ne partagent pas forcément la vision de leur premier responsable, je crois que c'est dû forcément à des organisations en interne. Mais moi, je ne juge pas ces partis-là qui ont décidé de ne pas participer aussi. Et je les trouve plutôt cohérents, parce que lorsque vous êtes contre quelque chose, vous n'y participez pas tout simplement. Donc ceux-là qui continuent de dénoncer cette 5e République et qui pensent que ce n'est pas la peine d'aller à ces élections, ils ont pleinement raison eux aussi. Donc comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Sylvestre Béni, la 5e République continue de créer un peu la confusion au sein des Togolais, et l'État, je reste persuadé, c'est ce qu'il fait. Et donc, nous verrons à quoi s'en tenir à la fin de cela. Maintenant, si le chef de l'État décide de nommer certains
c'est aussi son droit. Maintenant, nous le connaissons, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il en pense réellement. Il adore nous surprendre et il le dit souvent qu'il ne parle pas trop. Donc, on attend de voir. Sylvestre, est-ce que l'opposition ne va-t-elle pas regretter encore ce boycott, vu ce qui s'est passé en 2018 avec les législatives? Pour certains, ces opposants-là sont cohérents dans ce qu'ils disent, parce que vous ne pouvez pas critiquer une constitution et aller. Mais pour d'autres aussi, il faut saisir les opportunités une à une. Est-ce qu'on n'aura pas des regrets après? Écoutez, si en 2018 l'opposition a regretté les législatives parce que tous les patrons des partis politiques de l'opposition ont plus tard dit ouvertement qu'ils regrettent de n'avoir pas participé, parce qu'à l'époque, ils avaient véritablement donc les coups de franche, ils avaient du nombre, ils avaient le peuple avec eux. C'est vrai que Alpha Condé me dira c'est qui le peuple. Donc voilà, ils avaient quand même le peuple à leur côté, ils avaient au moins une majorité. Quand on voit la rue et tout, ils pouvaient véritablement faire quelque chose. Donc à l'Assemblée nationale, que ce que nous avions vu plus tard, où ils n'ont eu que 5 députés. Mais aujourd'hui, prenez le corps électoral, ou qui est dominé par UNI. L'opposition ira faire quoi? Lorsque vous partez donc à une bataille et que vous savez que c'est perdu d'avance, à quoi bon s'engager? C'est pourquoi à un moment donné, il y a un opposant qui a ouvertement dit, je crois que c'est le président du MCD, M. Tchassona Traoré, qui demande ouvertement au chef de l'État de les nommer. Parmi les 20. Parce que s'il faut tenir compte de la situation actuelle, justement, ils vont en victime expiatoire, parce que vous prenez le corps électoral dominé par UNI, les maires, les conseillers régionaux et tout. Bon, l'opposition n'a pas un pourcentage assez considérable et conséquent au niveau donc du corps électoral. Donc c'est normal que lorsque vous savez que vous ne pouvez rien faire, le mieux c'est de ne pas vous engager. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils puissent regretter, parce qu'ils n'ont pas d'éléments, ils n'ont pas donc ceux qui vont les élire. Donc c'est normal qu'ils puissent rester et regarder l'honneur. Encore que en amont, ils dénoncent la 5e République, donc aller peut-être à ces élections, ce serait donc en contradiction avec ce qu'ils ont déjà dit. C'est une cohérence pour l'instant, ils sont donc dans une cohérence parfaite par rapport au régime en face qui depuis la cafouille. Madame, monsieur, nous sommes avec deux confrères, Prince Nassissa Bodian de l'interview.info, Sylvestre Béni de la Manchette. C'est l'heure de marquer la pause, on va revenir sur d'autres sujets. Interview.info, également secrétaire général du syndicat national des journalistes indépendants du Togo, Sylvestre Béni, le patron du journal La Manchette, SG du PPT, patronat de la presse togolaise. Chers confrères, en juillet, pour être précis, le 24 juillet 2024, on a appris la naissance d'un mouvement dans la diaspora togolaise. Il s'agit du mouvement de libération nationale Freedom Togo par 3 Togolais, Kofi Yamnian, Jean-Sylvanus Olympio et l'ex-ministre de la Sécurité François Bokor. Mais ce dernier, quelques jours, on vient de l'apprendre qu'il a quitté la barque. Selon lui, le mouvement serait infiltré par 12 individus qui n'avaient pas la même conviction que les 3 pionniers. Sylvestre, vous avez eu l'info, comment la Manchette a traité cette information? Écoutez, nous avons eu l'information le mardi et le mardi nu. Nous avons eu le communiqué le mardi nu. Nous avons juste fait un factuel, annoncer ce clash politique. Ce clash politique entre ces 3 acteurs-là. Vous savez, on a vu un peu leur sortie. Leur première sortie, quoique étant dans la diaspora, leur première sortie au Togo a véritablement bouleversé les choses. Donc les Togolais commencent à avoir l'espoir peut-être en ces personnes-là. Nous, quand le mouvement même était sorti, nous avons titré, voyant un peu sur le plan local l'opposition qui est presque dans la rue, c'est-à-dire l'opposition qui est presque fatiguée par des années donc de lutte
sans résultat escompté. Nous avons titré à l'époque le renfort vient de Paris. Ouais, le renfort vient de Paris. Oui. Maintenant, bon, ce renfort là qui est venu de Paris aujourd'hui est devenu rend faible. Rend faible, donc les populations togolaises. C'est ça en fait aussi le Togolais. Il est très souvent difficile que les Togolais s'accordent pour travailler ensemble. Généralement, les leaders de l'opposition ou de ceux qui sont vent debout contre le régime, il y a souvent donc ce leadership là, cet ego. Il y a souvent cet ego là qui a souvent donc déteint sur les relations. Et vous avez vu que depuis lors c'est du plus bon. Le vice-président qui est l'ancien commandant de gendarmerie Akila Soboko, qui a annoncé que le mouvement est infiltré. Le secrétaire général qui est Jean-Sylvain Olympio qui lui répond en disant que c'est une trahison. Voyez-vous que les termes sont déjà aussi dans l'extrême. Et Boko qui lui a répondu aussi par la voix donc qui a tuté en répondant donc à la trahison, au thème trahison de Jean-Sylvain Olympio, en disant que quand les gens veulent faire donc de la lutte politique une lutte partisane pour des intérêts, vous voyez que ça veut dire qu'en réalité la guerre est déclarée, c'est depuis le grand amour. Depuis là, c'est le président qui est Kofi Nyamna qui n'a pas encore parlé, mais des deux côtés, que ce soit du côté de Jean-Sylvain Olympio ou du côté de Akila, il y a aussi des disciples qui s'affrontent, déjà par le biais donc des réseaux sociaux et tout, donc c'est déjà mal parti. Donc Freedom Togo, oui, j'ai écouté Jean-Sylvain Olympio qui disait qu'ils vont continuer, mais déjà avec des béquilles, je me dis que c'est très mal parti. Je pense juste un petit mot sur ce nouveau clash au sein du mouvement Freedom Togo qui, comme l'a dit Sylvestre, donnait un peu plus d'espoir. Comme l'a dit, le renfort devait venir de Paris. Mais écoutez, pour nous qui sommes Togolais, ça ne nous surprend pas. Cela a toujours été le problème des politiciens togolais. C'est deux problèmes majeurs. Le premier, c'est l'ego, comme l'a dit Sylvestre. Le second, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance. Et les politiques ont toujours été parano les uns envers les autres. Et naturellement, lorsqu'on annonce une nouvelle alliance, c'est un non-événement pour la plupart des Togolais, parce qu'on sait comment est-ce que ça va finir. Et malheureusement, c'est le cas avec cette entité qui est née, qui a donné un petit espoir aux Togolais, connaissant bien évidemment les acteurs qui la composent. Et malheureusement, la togolaiserie a pris place. La togolaiserie a pris place. Et cela fragilise davantage non seulement l'opposition, mais également la diaspora togolaise. Vous savez qu'il y a beaucoup de ces acteurs-là qui aspirent à un certain changement au pays, qui aussi, d'une manière ou d'une autre, jouent leur rôle de l'autre côté pour mettre un peu de pression sur les autorités du pays. Mais lorsque ce genre d'événement fait figure, ça fragilise tout. Ça fragilise tout. Donc malheureusement, c'est le problème des politiques togolais. Jamais de confiance, toujours dubitatif. Les uns envers les autres, voilà, manque de confiance, et ce n'est pas du tout bon pour le jeu politique. Donc le bébé est né aussitôt le bébé 17. On dit ça, mais de Requiem. Voilà. C'est un peu regrettable. On va voir ce que le président va dire, Kofi Nyamna. Est-ce qu'il va quand même calmer les ardeurs pour retrouver, mettre l'huile sur le feu. Cher confrère, va évoquer l'AES, ces trois pays, le Niger, le Burkina Faso, le Mali. C'est acté, c'est confirmé depuis le 29 janvier dernier. Ils sont sortis officiellement de la CEDEAO, comme ils l'ont dit. Mais cette confédération, l'AES, aussi quand même fait jeu doux à tout le monde, ou bien des pays veulent les rejoindre. Le Togo
n'exclut pas cette possibilité-là de rejoindre l'AES un jour. Notre chef de la diplomatie, professeur Robert Doucet, l'avait annoncé que 70% des Togolais seraient quand même d'accord que le Togo aille dans l'AES. Et ça a suscité encore des tollés. Cette déclaration du ministre Robert Doucet. Sylvestre, je pense que tu es chaud pour ce dossier-là. Est-ce qu'il n'a pas pensé, il n'a pas dit tout haut ce que les Togolais pensaient tout bas? Non, écoutez, je crois que les gens sont souvent donc dans la fabrication des chiffres. Et donc vous avez vu que tout de suite ils ont donné des chiffres. Hein, quel est le sondage fait par le ministre Robert Doucet pour annoncer que 70% des Togolais. Et vous avez vu la réaction tout de suite des Togolais. Ça veut dire qu'en réalité, ce chiffre-là est fabriqué. C'est pourquoi je dis que ceux qui sont souvent dans la fabrication des chiffres, ils sont à l'aise à donner des chiffres et après ils se rendent compte que ce n'est pas la réalité des faits. Aujourd'hui, j'ai écouté le ministre Doucet qui dit que ce n'est pas exclu de demander aux Togolais et tout. Mais je crois que le Togo, c'est de l'illusion. Le Togo n'est pas prêt. Le Togo n'est pas prêt donc à... Sur quel plan? Non, écoutez, vous prenez donc ces trois pays de l'AES, qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement? Ils ont dénoncé les accords coloniaux. Est-ce qu'aujourd'hui le Togo est prêt à dénoncer les accords coloniaux? Et prêt donc à assumer les conséquences? Parce que ceux qui dénoncent les accords coloniaux disent à chaque fois que leur pays est souvent l'objet donc de tentatives de déstabilisation par les puissances occidentales. Et il faut s'attendre à cela. Est-ce que le Togo aujourd'hui est prêt à demander aux instituteurs militaires français que nous avons au Togo, les gars, prenez vos claques, quittez mon pays parce que je dois rentrer dans l'AES? Vous savez, parce qu'il faut commencer par là. C'est l'une des conditions aussi. Il faut commencer par là. Vous savez que la puissance coloniale avec qui nous avions toujours flirté, c'est-à-dire la France n'aime pas trop aussi qu'on diversifie les partenariats. La France veut toujours garder un monopole au niveau donc de l'Afrique. Aujourd'hui, ceux qui ont dénoncé les accords coloniaux sont allés donc vers des puissances qui ne partagent pas les idéaux, les visions de la France. Alors, est-ce que le Togo aujourd'hui a les reins solides pour le faire et prêt à assumer les conséquences? Je crois que c'est pas évident. Et donc, et puis il y a d'autres choses. Maintenant, si on prend d'abord l'AES, disons que ça demeure encore un bébé, parce que 2 ans, 3 ans, quelle est la puissance économique aujourd'hui de l'AES, si bien que le Togo peut lorgner vers là. Mais dans la position du Togo, je vois un élément. Vous savez, l'élément c'est qu'aujourd'hui, vous prenez tous ces dirigeants de l'AES, ce sont quand même des gens qui sont partis pour rester pour longtemps. Voyez-vous? Alors le Togo qui a souvent cette velléité-là de garder le pouvoir et de rester pour longtemps, donc il va vouloir donc aller vers ceux qui peuvent rester longtemps. Donc à l'AES au moins. Donc là on a le point, c'est le seul point commun. C'est le seul point commun, on peut rester là éternellement. Donc là, on y met là maintenant. Si on prend les autres faits, je crois que ces pays-là du Sahel, ils ont bien fait, ils ont quitté la CEDEAO, mais ils n'ont pas quitté l'institution financière pour le moment. Madame, monsieur, ne sont pas aussi et ce départ confirmé de la CEDEAO, mais contrairement à la CEDEAO n'a pas manifesté une sorte quand même de résistance à cette sortie, mais il a dit qu'il reconnaît jusqu'à nouvel ordre les passeports et cadres d'identité nationaux portant les logos détenus par les citoyens de ces 3 pays sortis, continuer à accorder aux services provenant de ces 3 pays concernés. Mais la CEDEAO cette fois-ci est diplomatique par rapport à ces sorties. Mais on va prendre M. Gado qui a quand même une question pour vous, chers confrères. Mettez les casques pour recevoir mon cher ami. M. Gado, bonjour. Allô, bonjour, Jacques. Bonjour, c'est Gildas. On arrive à notre ami. Bon, vous savez, le Togo, c'est que les Togolais aiment l'AES. Mais ne veut pas aller avec ce gouvernement. C'est là le problème. Tous les Togolais, les Africains aiment l'AES. Mais c'est le problème, c'est le gouvernement. Donc, secondo, pour nos amis en France, ne voyez-vous pas que c'est Macron qui l'a infiltré leur rang? Le président Macron, comme Macron est l'ami du Togo, moi je crois que c'est Macron qui les a infiltrés, mais attendons voir. Monsieur, bonne journée. Bonne journée à vous, M. Gado. On prend l'autre, c'est M. Pelé. Bonjour. Oui.
Bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, je salue le plateau. Bon, je pense que d'abord, première préoccupation, entre les trois journalistes là-bas, qui sont dans la 5e République. Bon, deuxième préoccupation, pour le Freedom Togo, je pense que c'est la diaspora qui crie. L'opposition togolaise est divisée, l'opposition togolaise est divisée. Voilà seulement 4 mois, bien 3 mois. Ils sont comment? C'est-à-dire que la lutte est très longue au Togo. Ce qui se passe, c'est sur le terrain. Et je voudrais dire aussi que quand on parle de Boko, ce n'est pas la première fois qu'il démissionne. Il a démissionné au ministère de l'Intérieur ici. Ce qu'il a dit avant de démissionner, on a appris. Maintenant, tout ce qui se passe là-bas, ça ne préoccupe pas le peuple togolais. C'est le peuple togolais même qui va faire son destin. Ok. Merci beaucoup. On prend la dernière parce que c'est une dame. Madame Essi, bonjour. Allô, Madame Essi, bonjour. Voilà. Est-ce qu'elle est là avec nous, Madame Essi? Tevi, est-ce qu'elle est toujours avec nous, Madame Essi? 92 02 80 63 99 70 70 90. Madame Essi, bonjour. Allô, allô, bonjour. Ok. Nous sommes obligés de mettre point aux réceptions des coups de fil. Malheureusement, on n'a pas écouté Madame Essi. Est-ce qu'elle est là? Madame Essi, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, vous êtes de retour. Voilà, on a été coupé. Et journaliste, chapeau. Vous abattez le travail terrible par rapport au gouvernement. Et puis, ils êtes critiqués comme nous autres. Et puis, on dirait. Allô? On a du mal à vous entrer avec vous, Madame Essi, repositionner. Allô? Oui. Ok, allez-y rapidement, oui, rapidement. Oui, rapidement. Mais bon, moi, j'ai aussi chapeau, c'est tout. Quoi. Merci. Et puis, est-ce qu'il y a besoin de regroupement dans une république alors qu'on a des lois dignes dans la république? C'est-à-dire, depuis le code 1 jusqu'à présent, là, jusqu'au MNL, je sais pas quoi, là, est-ce qu'il y en a besoin? On a des lois dignes qui régissent la République, non? Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre, lire les lois qu'on a? Jusqu'à brûler la Constitution pour en faire un truc, et voilà. C'est pas normal. Et moi, je veux parler un peu de l'AES, là, le fameux machin. Vous voulez aller là-bas parce que vous voulez aller chez les hors-la-loi parce que vous êtes des pires hors-la-loi ou quoi? Mais les gens font des coups d'État. Cette histoire-là, vous n'avez jamais vu ça en Afrique, avec les Kérékou, les machins, où ça dénonce l'impérialisme, tout ça là, et puis ils ont ruiné les pays. Vous n'avez jamais vu ça? Ok, merci beaucoup à vous, Madame Essi, vous avez été largement compris. Je disais que la CEDEAO, contrairement, cette fois-ci a été quand même diplomatique, avec ces 3 pays-là, le temps a changé. Il a reconnu que vous êtes parti, mais on garde encore des bonnes relations avec vous. Non, la CEDEAO joue juste la carte du fair play. C'est fair play de sagesse. Moi, ma réflexion autour de cette sortie, c'est l'impact sur les populations. Une population très mobile, il faut le dire. Les pays de la CEDEAO ont des peuples qui bougent beaucoup. Et donc pour ce genre de décision, il y a forcément les conséquences qui sont là. Parce que là, les passeports, les cartes d'identité sont reconnus jusqu'à nouvel ordre. C'est beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et donc l'impact sur ces populations, il faut aussi y penser. Donc je crois que c'est dans cette logique que se trouve la CEDEAO qui ne veut pas d'un seul coup prendre des grandes décisions pour éviter les impacts sur les populations. C'est de bonne guerre. Maintenant, la question, est-ce que le Togo veut adhérer à l'AES? Moi, je me demande qu'est-ce qu'il presse pour que le Togo
veuille adhérer à l'AES. Qu'est-ce qui presse? Et je crois même que les Togolais ont répondu au ministre qui a dit de leur poser la question. Donc, indirectement, on lui a répondu par rapport à ce que nous pensons de l'AES. L'État togolais a plutôt attendu sur d'autres chantiers que d'adhérer à l'AES. Donc, je préfère que le ministre et les membres du gouvernement se focalisent là-dessus, parce que ce n'est pas une urgence de penser à ce nouveau bébé, parce qu'il y a aussi ça. L'AES, oui, mais il faut que l'AES s'affirme. Et jusqu'à où ça va aller. Et Sylvestre l'a si bien dit, ce sont des militaires qui gèrent ces pays. Vous savez avec les militaires ce que c'est. Et donc, une chose est de sortir de la CEDEAO, mais une autre chose également est de pouvoir s'affirmer, de s'émanciper. Et c'est sur ces chantiers-là que ces pays sont attendus. Et donc, rien ne presse pour que le Togo commence déjà à y penser et veille y aller. Et le ministre le dit bien, nous sommes amis avec tout le monde, c'est vrai, mais bon. Mais il a dit quand même le dernier mot aujourd'hui au chef de l'État et à nos députés. Sylvestre, notre dernier mot sur ce sujet, et puis on va boucler cet entretien. Non, moi je crois que la CEDEAO devient véritablement sage, parce que la CEDEAO aurait peut-être adopté cette posture-là au début, que ces trois pays du Sahel qu'on appelle aujourd'hui l'AES, peut-être qu'on n'en serait pas là, parce qu'au tout début, vous avez vu toutes les menaces envers ces États-là. Jidas, vous êtes aujourd'hui sur Radio Victoire. Le jour où Radio Victoire deviendra une menace pour vous, vous allez partir. Donc c'est normal qu'à un moment donné, si vous êtes dans un groupe, le groupe est censé vous protéger. Maintenant, si c'est ce groupe-là qui veut vous déclarer la guerre, jusqu'à ce que j'ai écouté le président Alassane Ouattara qui dit qu'il y a déjà 1800 hommes qui sont prêts à intervenir militairement dans un pays membre, je crois que on devait pas, on a poussé un peu le Rubicon. Aujourd'hui, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils ont permis à ce que les passeports de la CEDEAO et la carte d'identité soient reconnus jusqu'à nouvel ordre. Je crois que c'est le mieux. Les fonctionnaires vont bénéficier les mêmes droits qu'avant. C'est le mieux à faire, même si hier les trois drapeaux du Sahel ont été descendus au siège donc de la CEDEAO. Et donc voilà, c'est la vie. Peut-être que demain, ces pays-là peuvent encore revenir, qui sait. Donc voilà un peu où c'est toute la CEDEAO qui va rejoindre l'AES. C'est également, il y a cette possibilité-là aussi. Donc voilà un peu la situation. Et on va suivre de près cette situation jusqu'à là où ça va nous amener. Merci, cher confrère. Il y a un auditeur, je crois que c'est Télé, qui nous demandait si nous sommes... Je voulais quand même lui demander que le combiné avec le pays était sur quel territoire. Merci beaucoup, cher confrère Sylvestre Beignet de la Manchette, secrétaire général du PPT, le patronat de la presse togolaise, et Narcisse Prince Abodia, lui, administrateur du site l'interview.info. Il est également secrétaire général du SYNGIT, le syndicat national des journalistes indépendants du Togo. Merci. La mise en onde a été assurée par TV Kodjo. Réalisation Claudie Adino. Le direct sur la page Facebook, c'est avec le master Andjoy Ala. Portez-vous bien, mais ne bougez pas. Dans 5 minutes, Enesina Kogolada vous retrouve pour le journal en éveil. Bon début de week-end à toutes et à tous, en compagnie des programmes de la chaîne de l'excellence.